Bonsoir à chacun et à chacune de vous. Je suis ravie de vous accueillir dans cette maison Saint-François-Xavier et à distance. Je voudrais tout d'abord remercier particulièrement nos hôtes, la communauté éducative Saint-François-Xavier, qui crée et anime des collèges, des écoles, des lycées, des centres d'étudiants en France, en Côte d'Ivoire, en Corée et au Tchad. Nous sommes très reconnaissants aussi au CFRT Jour du Seigneur, ainsi qu'à toute l'équipe de techniciens, d'assurer la captation et la diffusion de ces 3 tables rondes. Ces tables rondes sont l'aboutissement des travaux de toute une équipe et des réseaux des ONG qui composent le CCIC. Qu'ils soient ici chaleureusement remerciés, ainsi que les intervenants qui nous font l'honneur de nous éclairer. Nous sommes aussi très reconnaissants à la Commission nationale française de son patronage. Le CCIC, qu'est-ce que c'est? Il rassemble les ONG d'inspiration catholique en lien avec l'UNESCO pour porter le témoignage et la pensée des chrétiens en action au service de tous à travers le monde. Dans la continuité de ces travaux sur l'homme au cœur du monde, et en particulier du forum de 2021, qui, lui, contribuait à l'élaboration de la recommandation sur l'éthique de l'intelligence artificielle de l'UNESCO, le CCIC, en partenariat avec la Commission nationale française pour l'UNESCO, a souhaité passer des paroles aux actes en élaborant ce cycle de conférences. C'est une mise en œuvre concrète de la recommandation de l'UNESCO, qui était le premier instrument normatif international sur ce délicat sujet de l'éthique de l'intelligence artificielle. L'approche que nous avons choisie est celle de l'éthique de responsabilité du point de vue de l'utilisateur non spécialiste et sous le prisme de l'éducation sous toutes les formes et à tous les âges. Inutile de préciser qu'on n'épuisera pas ce sujet, même en quelques heures. Alors voici en bref le plan de ces 3 tables rondes. Certains mécanismes, rouages des IA et du cerveau humain nécessitaient d'être connus et compris pour entrevoir les enjeux éthiques et anthropologiques. Par ailleurs, donc ça c'est plus ou moins la table ronde 1. Par ailleurs, face à l'omniprésence de ces produits d'intelligence artificielle, il serait important de chercher par l'éducation à développer, renforcer l'éveil de la conscience et de l'intériorité des jeunes, comme des moins jeunes d'ailleurs. Enfin, nous proposerons quelques pistes éducatives en ce sens. Ce sera l'objet de la 3e table ronde. Je vous souhaite donc une très bonne première soirée. Nous rentrons dans cette première table ronde, juste pour bien essayer de la camper. C'est la première d'un cycle de 3 tables rondes, vous avez bien compris. Aujourd'hui, on va définir comment ça marche, quel est le sens de l'IA, est-ce qu'il y a un sens? Et surtout, on va le poser sur le sens de l'éthique de la responsabilité. On a d'éminents scientifiques, on a d'éminents juristes et on a aussi un entrepreneur qui va aussi amener un angle à la fois scientifique et entrepreneurial. Alors, on va démarrer. Comme vous le savez, qu'est-ce que c'est que le contraire de l'intelligence artificielle? Le contraire de l'intelligence artificielle, c'est la bêtise humaine. Au-delà de la formule qui peut prêter à sourire, ça voudrait dire donc que l'homme est un être intelligent au sens de la compréhension du monde et que la machine fait ou ferait tout. Eh bien, c'est l'inverse que nous allons essayer de démontrer ce soir. Mais du coup, pour comprendre comment cela marche, il faut prendre juste un peu de temps, ce que vous faites, et on vous remercie, et se montrer précis, et ça, c'est les intervenants qui vont le faire. Pour cela, permettez-moi d'accueillir tout d'abord Isabelle Chaperon, que vous avez vue dans son rôle de présidente, mais là, on la voit en tant qu'ingénieure ENSTA à Paris,
MSc à Stanford et présidente du CCIC. Donc l'intelligence artificielle, même au pluriel, de quoi parle-t-on et comment ça marche? Le terme même apparaît en 1956 lors d'une conférence à Dartmouth, au nord-est des États-Unis. Elle rassemble quelques experts en informatique. En fait, l'intelligence artificielle naît d'avancées techniques, mais c'est surtout du rêve exprimé par ces chercheurs, celui de remplacer l'intelligence humaine, l'idée de faire exécuter par une machine des tâches compliquées, fastidieuses, répétitives, existait déjà. Donc dans ce que je viens de vous dire, c'est le rêve qu'il faut retenir, parce que c'est quand même un rêve à l'époque. Et ce terme, dans ce rêve, il y avait le fait de remplacer, ce qui ne sera pas sans conséquence. Donc ça existait déjà un peu, par exemple au XVIIIe siècle, Blaise Pascal, que je considère comme un génie eu égard à la diversité des domaines dans lesquels il excellait, avait dans sa jeunesse inventé une machine pour soulager son père dans la levée des impôts qui nécessitait des calculs complexes. Ce fut la pascaline, ce petit truc que vous voyez en bas à gauche là. Et en haut à droite, vous voyez ces savants rassemblés très jeunes donc à Dartmouth. Alors quelques dates. Alors là, je ne vais pas vous saouler longtemps avec les dates. Je reviens au XXe siècle, Deuxième Guerre mondiale. Une avancée spectaculaire fut la conception et la réalisation par l'anglais Alan Turing d'une énorme machine mécanique programmée pour tenter de décrypter le code Enigma qu'utilisaient les Allemands pour crypter leurs messages. C'était compliqué, le code changeait chaque jour. Les possibilités de chiffrage étaient innombrables, ce qui rendait la tâche impossible en une nuit. In fine, l'idée géniale d'une femme de l'équipe fut de suggérer que les derniers mots des messages puissent être toujours les mêmes, et ceci permit de raccourcir le temps de calcul. Et grâce à cela, les messages secrets allemands furent déchiffrés à leur insu, parce que les Allemands ne savaient pas qu'il était déchiffré, et ceci facilita un tournant décisif dans cette guerre. Alors, je voudrais souligner le phénomène de convergence, c'est-à-dire l'informatique se développe rapidement. Il permet de programmer des calculs complexes et fastidieux. Les chercheurs enthousiastes obtiennent de gros crédits en proportion de leurs promesses. Pendant ce temps-là, les télécommunications se développent. Les ordinateurs peuvent alors communiquer entre eux et travailler en réseau. C'est l'arrivée d'Internet. Les processeurs mécaniques au départ deviennent électromécaniques, puis électriques, électroniques. Donc je survole très rapidement une grande période. On a maintenant des microprocesseurs de plus en plus minuscules et on explore la possibilité de processeurs quantiques. Donc les sciences, la physique, les mathématiques, les neurosciences progressent de concert à vive allure. Et c'est la convergence seulement de toutes ces techniques qui a permis le progrès fulgurant du numérique. Bien qu'il eût à subir 2 hivers, ce qu'on appelle les hivers de l'IA, dus à quelques espoirs déçus, faute de puissance de calcul, voire de méthode. Alors, il existe plusieurs sortes d'IA, c'est pour ça que dans le titre, il y a les IA, et elles ne sont pas toutes de même nature. Donc d'abord, l'IA symbolique. L'ordinateur exécute des suites d'ordres, de calculs, l'information est traitée de manière séquentielle, au service d'un modèle numérique. Et ce modèle numérique, il simule en fait un phénomène physique en général. Le terme symbolique reflète le fait qu'une réalité concrète soit représentée par des chiffres ou des lois mises en équation. L'exemple qui est illustré là, à partir de mesures et des équations qui régissent les vents, les températures, les pressions atmosphériques, qui sont les lois physiques de la thermodynamique, on peut prévoir la météo du lendemain. Si ce n'est pas fiable, c'est en général à cause du modèle plus qu'autre chose. L'IA comportementale, c'est un autre type d'IA. Et je rappelle que l'IA est née d'un rêve, qui était celui de remplacer l'intelligence humaine, et cela a marqué l'inconscient collectif. Or, le sens, la conscience, la pensée, l'intelligence s'avèrent tout à fait inaccessibles à l'ordinateur. Un tournant s'opère alors pour simuler ou imiter les comportements, pour remplacer l'intériorité mentale
par le comportement du vivant. On peut par exemple programmer un robot minute capteur. Là, vous avez une tondeuse de ce type, c'est un robot. Des caméras peuvent imiter ou remplacer le sens de la vue. Cela dit, l'imitation du vivant ne fonctionne pas pour tout, puisque l'avion ne fonctionne pas en battant des ailes, comme un oiseau. Alors ensuite, l'IA statistique, c'est encore quelque chose de très différent, puisque c'est une autre approche qui utilise les statistiques qu'on peut effectuer sur une base de données. Par exemple, les articles que vous avez déjà achetés dans un magasin, les vidéos que vous avez déjà vues sur YouTube, au hasard. On en déduit des probabilités. Les statistiques, c'est fait sur le passé, les probabilités, c'est projeté vers l'avenir, je vous rappelle. Donc les probabilités, dans cet exemple, ce que vous seriez intéressé d'acheter ou les vidéos que vous seriez intéressé de regarder. Et on vous le propose, voire même on vous l'impose, par le biais de nudge, ces petits coups de pouce qui vous poussent à acheter, à décider. L'IA statistique fonctionne déjà aussi par apprentissage. Alors, ce que j'ai appelé raz-de-marée, appelez ça comme vous voulez, l'événement disruptif, fin 2022, c'est ChatGPT. Et pourquoi c'est disruptif, pardon ? Parce que livré au grand public du jour au lendemain, de façon gratuite, sans nécessité d'équipement spécifique autre qu'un portable, dont l'accès était déjà largement répandu, enfin ça dépend dans des régions, et avec une grande facilité d'utilisation. Donc cette publication par OpenAI de cet outil d'intelligence artificielle générative, c'est le génératif qui change tout, vint rompre avec l'évolution certes rapide des technologies mues par l'intelligence artificielle. En produisant des contenus dont on ne pouvait de prime abord discerner s'ils étaient issus d'une machine ou d'un humain, ChatGPT provoqua une véritable onde de choc qui dépassa largement le monde scientifique. Alors qu'il avait fallu plus de 2 ans à Netflix ou Twitter pour atteindre 1 million d'utilisateurs, ce fut fait en 5 jours par ChatGPT. Toute personne un peu curieuse, et je suis sûre que vous en êtes, peut-être, se mit à le tester, lui posant 1000 sortes de questions à toutes sortes de fins, et il n'échappa à personne qu'un bouleversement anthropologique s'accentuait, qui soulevait de nombreuses questions éthiques. GPT, jusque-là GPT, signifiait General Purpose Tool, c'est-à-dire un outil à tout faire. C'est sans doute un clin d'œil, car ChatGPT n'est pas du tout cela, c'est un agent conversationnel, d'où le mot chat, qui donne accès à un transformer préentraîné génératif. En d'autres termes, puisque c'est quand même un peu compliqué, il génère du texte, il décrit, il explique. Mais ce qui est important, c'est de comprendre qu'il s'appuie sur une phase d'entraînement préalable sur des myriades de paramètres qui ont été optimisés à partir d'encore plus de myriades, si je puis dire, de données trouvées sur Internet. Donc, ChatGPT utilise les données qui traînent, si je puis dire, ou qui existent sur Internet, donc du passé. Le terme transformer correspond au prolongement lexical. Les mots sont traités comme des vecteurs de nombres qui intègrent le contexte. Bon, ça, je vous dispense de comprendre. Donc l'IA générative imite en fait les neurones. C'était ça l'idée qui a permis d'aboutir à cela. Donc si ChatGPT est l'outil qui a révélé au grand public ces aspects génératifs de l'IA générative, il en existait d'autres, mais très peu connus du grand public. On l'a vu, les IA précédentes échouaient à traiter correctement le langage humain, les traductions, la reconnaissance d'images, autres que celles qui étaient préenregistrées. C'est d'ailleurs cet échec pour le langage et pour les traductions qui a amené au premier hiver de l'IA, puisque les promesses n'étaient pas tenues. Cela dit, la convergence des domaines scientifiques permit à l'approche neuronale de faire une percée spectaculaire. Le fonctionnement des neurones stimulés par les synapses avait déjà, depuis des décennies, inspiré les premiers perceptrons. Mais la puissance de calcul des ordinateurs n'était alors pas au rendez-vous. Donc, ChatGPT s'appuie sur ce qu'on appelle un grand modèle de langage, LLM, Large Language Model. D'autres modèles génératifs répondent à d'autres types de tâches,
comme DALL-E ou Midjourney, qui génèrent des images, des vidéos, etc. Alors maintenant, il faut un petit peu s'accrocher. Je voudrais vous parler des réseaux neuronaux. Mon objectif est de vous donner un aperçu de comment ça fonctionne pour que vous en perceviez les limites. L'IA générative nécessite, comme je l'ai dit, un entraînement conséquent plus qu'une programmation logique. Alors, vous avez là un cas simpliste en haut à droite de reconnaissance d'un chiffre manuscrit. Sa photo est entrée dans l'ordinateur sous forme de 784 variables qui correspondent à l'intensité, ici, du blanc de chacune des 28 x 28 pixels. Donc on a pixelisé l'image et on a 784 pixels. Le fonctionnement. Donc c'est un modèle simple, enfin un peu schématique d'apprentissage profond. On dit qu'il est profond lorsqu'il comporte plusieurs couches cachées de neurones, ce qui est le cas de cet exemple. C'est aussi le cas dans le traitement automatique des langues ou la reconnaissance de la parole. Alors ici, vous voyez, c'est pas très clair, je suis désolée, vous voyez un modèle à 2 couches cachées qui ont chacune 10 neurones, et le modèle est composé à l'entrée de 784 neurones artificiels qui portent la luminosité des 784 pixels de l'image à décrypter. Oui, l'image à décrypter, c'est un chiffre écrit à la main. C'est pas l'information, c'est juste des pixels en fait. Donc ces 784 pixels à l'entrée transmettent chacune un influx vers chacun des 10 neurones suivants, qui eux-mêmes, donc c'est la couche numéro 2, qui eux-mêmes, chacun d'entre eux, transmet aux 10 suivantes, et chacun des 10 suivants transmet à l'arrivée, et à l'arrivée, on espère qu'un seul de ces 10 neurones soit stimulé et corresponde du coup au chiffre 9. La façon dont le signal se propage, à l'image des synapses du cerveau, dépend de poids, entre guillemets, affecté à chaque trajet entre les couches. On calcule alors la fonction de coût qui mesure l'écart entre le résultat attendu et le résultat obtenu par la machine qui avait des poids aléatoires en fait. Enfin, au départ, on ne les connaissait pas. Donc dans cet exemple, la fonction comporte comme variable les luminosités des pixels et comme coefficient les poids. Et en fait, c'est une très simple fonction linéaire. Et il s'agit d'ajuster les poids pour assurer une valeur la plus faible de cette fonction d'erreur. Je vous dis ça pour que vous compreniez que c'est vraiment quelque chose de simpliste, même si c'est très difficile à faire, mais l'équation est simpliste. Cela nécessite un entraînement sur, évidemment, encore bien plus que 13 000 échantillons, puisqu'on a 13 000 poids à ajuster. Donc l'entraînement, qui fait partie de la mise au point de ce type d'IA, en l'occurrence d'apprentissage profond, en raison des 2 couches cachées, ça fait partie de l'entraînement. Donc on ne vous a pas encore livré le produit. Donc maintenant, on livre le produit et on arrive à la phase... Non, ça c'est encore la phase d'apprentissage. Donc, non, c'est très bien. Mais voilà, très bien, stop. Donc pendant la phase d'apprentissage, on numérise des données qui peuvent être de nature très diverse. Par exemple, le texte, le son, l'image sont convertis en paquets de 0 et de 1. Je voudrais souligner que c'est tout à fait illusoire de vouloir traduire, c'est-à-dire numériser, des choses comme la douleur. Vous savez, à l'hôpital, on vous demande sur une échelle de 0 à 10 si vous souffrez. C'est quand même une façon un peu schématique de donner... c'est une représentation assez plate de ce que vous ressentez. Traduire la saveur d'une pomme, le toucher du velours, la beauté d'un nuage, tout ça, c'est quand même assez difficile à numériser. J'entends par là souligner que les données ne sont qu'une représentation assez pauvre d'une réalité. René Magritte, il se trouve que j'habitais à Bruxelles, tout près du musée René Magritte, donc c'est l'exemple qui m'est venu à l'esprit. Il l'exprimait très bien dans sa peinture surréaliste. Il donnait à voir et à comprendre la différence entre une pomme et l'image d'une pomme. Ces données sont stockées dans des data centers, dont je souligne qu'ils sont très gourmands en énergie, et ensuite utilisés pour ajuster tous les poids dont on a parlé. Ça c'est tout simplement la base de l'apprentissage automatique, qui est éventuellement supervisé si les données sont étiquetées, c'est-à-dire si on sait exactement ce qu'on veut obtenir, ou renforcé si, quand il y a une solution exacte, elle est récompensée. Donc tout ça, c'était l'apprentissage. Donc ce n'est pas encore l'utilisateur.
Donc maintenant, dans la phase opérationnelle, l'utilisateur rédige une requête en langage naturel, qu'on appelle prompt en anglais. Il fournit éventuellement des données d'autres natures, photos, vidéos, textes, etc. Tout ceci est analysé et produit rapidement une réponse sous la forme requise dans la requête. J'insiste sur rapidement parce que ça a des conséquences. Dans la requête, on peut demander un texte, par exemple le résumé de toute une conférence, de tout un livre. On peut demander une image, fabriquer des images, du son, etc. Et même du code. Là, je m'inscris en faux sur ce que j'entends souvent. On entend souvent que l'IA peut fournir des données. En réalité, l'IA, elle fournit un produit d'IA. Les données, c'est ce qui rentre. Or, il est fréquent que c'est ce qu'on appelle des données, mais qui sont produites par de l'IA, peuvent servir de données pour d'autres IA. Et donc, leur fiabilité n'est pas acquise. Maintenant, sur la rapidité, l'immédiateté de la réponse, cela met à mal chez les utilisateurs l'expérience du temps long, celui de la recherche et de la réflexion. Donc ça, c'est petite distraction. Selon la qualité des prompts, des requêtes, l'IA peut générer des réponses insensées, absurdes, qu'on qualifie d'hallucination, comme cette colombe à 2 têtes et ses congénères qui ont 3 langues. Je voulais concevoir une carte de vœux et après 3 requêtes d'une image de colombe qui volerait dans la même direction, j'ai obtenu cette image par l'IA intégrée dans l'application Canva. Ces images en mode manga que vous avez vu avant, dans cette présentation sont, parce qu'il faut quand même que je rende à César ce qui est à César, des produits plus réussis de cette même application Canva quand elle utilise une extension qui est de l'intelligence artificielle. Dans l'exemple de ChatGPT, le texte produit est dans un langage qui fait illusion. Et là, c'est le terme illusion que je voudrais mettre en valeur parce qu'il répond parfois à des absurdités avec un aplomb déconcertant. Et cette illusion n'est pas sans conséquence sur l'usage éthique qu'on peut en faire. Alors, je vous ai déjà parlé de la nécessité de myriades de données. La performance des modèles d'IA générative dépend très largement de la ressource en données d'entraînement et du nombre de poids. Entre GPT-1 et GPT-4, de 2018 à 2023, le nombre de poids ou de coefficients est passé en gros de 10 puissance 8 à 10 puissance 14, c'est-à-dire un nombre à 5 chiffres. Donc vous devinez que ça met en œuvre énormément de données, de plus en plus. Donc rien que le nombre de données a été multiplié par 1 million en 4 ans, nécessaire, je veux dire. Et donc ce qui importe pour mon propos, ce n'est pas tant les chiffres, mais c'est de mettre en évidence la quantité phénoménale de données nécessaires à de tels calculs. Et donc, parmi les conséquences, la gourmandise, la voracité, l'impérieuse nécessité pour le concepteur d'amasser des données. En particulier, plus l'utilisateur passe de temps sur une application, plus son fournisseur enregistre de données. Et cette nécessité pour le fournisseur d'accéder à toujours plus de données le conduit à assortir ses applications ou ses produits d'une composante addictive, comme de la même façon que les producteurs de cigarettes ajoutaient des produits addictifs au tabac. Et donc, excusez-moi, et donc c'est ce qu'on appelle l'économie de l'attention, essentielle pour la publicité, par exemple. Par exemple, YouTube démarre des vidéos non sollicitées dès la fin de celles qu'on a choisi expressément de visionner. Donc elle les démarre sans nous demander. On se laisse bercer, éventuellement pendant des heures, et c'est l'origine, entre autres, d'addictions avérées qui peuvent être gravissimes et à tout le moins très chronophages, au détriment d'activités qui construiraient la personne dans toutes ses dimensions, de son insertion dans la société et de sa réflexion propre. In fine, je vais terminer par ça, quelles questions nous pose le fonctionnement des intelligences artificielles? Je vous en livre quelques-unes. Par exemple, quelle vérité peut résulter d'une machine qui ne fait que relier de façon probabiliste des mots sans en pénétrer le sens? Next. Quelle tentation de tricherie ou mensonge génère l'IA générative? La machine dispense-t-elle de penser par soi-même?
est-ce que je suis prêt à liker ma servitude? J'adore cette expression, elle est empruntée au titre d'un livre de Louis de Diesbach, et elle parle d'elle-même. Liker ma servitude. Les mécanismes propres aux IA qui sous-tendent les réseaux sociaux, est-ce qu'ils n'amplifient pas les discours de haine et d'autres fake news? Réagir et partager sur les réseaux sociaux des informations non vérifiées, est-ce responsable? L'impact environnemental d'une IA générative n'inciterait-elle pas à en faire un usage sobre? Et de façon plus large, est-ce que mon être se réduit à mes comportements? Qui décide de mes comportements? Mes choix, ma pensée? Comment préparer un jeune à être le pilote de sa propre vie, à être responsable de ses actes, des conséquences de ses actes? Autant de questions qui restent ouvertes et que je laisse à votre réflexion. Et surtout à la table ronde de mardi prochain. Je vous remercie. Et donc, attendez la suite. Nous allons passer à Laure Tabouy. Laure, tu es neuroscientifique. Hein, vous avez son CV. Elle a fait un PhD. Elle est chercheuse à Paris-Saclay en neurosciences. Et elle est chef de projet digital aussi et ethic officer à l'agence de biomédecine au sein de l'INSERM à Paris-Saclay et intervenante à l'EDEC. J'ai envie de te poser plusieurs questions, mais évidemment, tu as préparé un slide et comme je viens de le recevoir, c'est en direct que je le passe avec grand plaisir. Voilà, on change. Voilà. Les mystères de la technique. Laure, de ton point de vue d'éthicienne, c'est quoi le point de vue de l'éthicienne par rapport à l'IA? Première chose. On va essayer de revenir au basique. C'est quoi l'éthique? Jusqu'où peut-on aller? Et on va avoir un débat intéressant à la fin aussi. Et jusqu'où peut-on aller? Est-ce qu'on peut se limiter avec une IA sobre, comme disait Isabelle? Faut-il en limiter l'usage? Le peut-on seulement? C'est des questions. Et quel est le nouveau rapport, toi qui es professeur, entre l'élève et le maître? Tu as fait un TEDx que vous pourrez regarder à loisir sur le sujet. Et peux-tu nous expliquer ta vision de chercheuse et de professeur? C'est beaucoup de questions. Alors, bonjour à tous. Merci beaucoup de me donner l'opportunité de pouvoir partager un peu mon expérience, mon point de vue et puis un petit peu mes ressentis aussi par rapport à ça. Je vais me focaliser comme à parler singulièrement Isabelle. Je vais me focaliser sur la convergence neurosciences. Ça va ou pas? Ok. Convergence, neurosciences, informatique, ingénierie, parce que c'est sur cette thématique-là que je me focalise vraiment sur mon travail actuellement. Je suis effectivement neuroscientifique, donc je rentre par la porte des neurosciences et de mon point de vue d'une personne qui a passé plus de 17 ans en paillasse, à un peu triturer des cerveaux. Donc j'ai vraiment cet axe scientifique et pour vraiment aborder l'axe éthique et alors juridique, je vais laisser mon voisin en parler parce qu'il est beaucoup plus apte que moi, mais je vais quand même en dire 2-3 mots. Moi, j'arrive avec cette question, mon point de vue d'éthicienne aujourd'hui, c'est avec cette question, on a plein de choses dans la tête, lire dans les pensées, décrypter les rêves, communiquer, écrire par les pensées, télécharger le cerveau dans une machine, dans un ordinateur. On a une frontière entre un monde fictionnel qui relève de la fiction, de nos œuvres fictionnelles, donc on peut en citer plein, hein, et puis un monde réel, réalité, la réalité,
qui du coup se frictionnent. Et la frontière entre la fiction et la réalité aujourd'hui, elle est, on se rend compte de plus en plus que c'est un peu poreux en fait. On ne sait plus trop ce qui est de l'ordre de la fiction ou de la réalité parce que ça pourrait être éventuellement un jour possible. Je mets beaucoup de conditionnels dans ma phrase. Et du coup, ma question vraiment qui me taraude, c'est voilà, qu'est-ce qu'on construit en fait, qu'est-ce qu'on construit, quel monde construisons-nous, quel monde voulons-nous? Isabelle en a parlé tout à l'heure, je ne vais pas vous refaire l'histoire de la convergence, mais pour moi, je voulais vraiment m'accentuer sur une convergence neurosciences numérique qui est depuis les années 50. En fait, tout ce qu'on vit aujourd'hui, en accélération vraiment vertigineuse, en exponentielle, c'est parce qu'on y travaille depuis les années 40, en fait, et que même avant, en fait, parce qu'Isabelle vous a parlé de Pascaline, c'est vraiment ça, en fait, c'est vraiment un héritage historique. Les neurosciences en tant que discipline académique sont nées entre les années 50 et 60, vraiment aux confins de ce qu'on appelle la cybernétique, qui, elle, est née dans les années 40-50, avec l'IA, etc. Donc en fait, on est vraiment sur une naissance vraiment qui cohabite, qui est vraiment une convergence. Et l'idée de décoder le cerveau, décoder la pensée dans les neurosciences, va de pair avec ce qu'on appelle les neurotechnologies, qui sont en fait les techniques qui permettent d'aller beaucoup plus profondément dans le fait d'explorer en fait le cerveau d'une manière nanométrique, beaucoup plus précise, beaucoup plus profonde. Donc l'IA, en fait, machine learning, le deep learning, c'est pour moi une ouverture à la façon dont le cerveau fonctionne. Alors ça a été au départ, c'est pas né de la volonté de vouloir simuler le cerveau, c'est la volonté de vouloir, comme l'a souligné Isabelle tout à l'heure, de vouloir vraiment comprendre comment les synapses fonctionnaient, les neurones fonctionnaient, et imiter la manière dont l'information allait de cellule en cellule, de neurone en neurone. Le cerveau, en soi, c'est une boîte noire, c'est un circuit électrique fermé, c'est le plus performant du monde. Il a 86 milliards de neurones avec 86 milliards d'autres cellules, les cellules gliales. C'est 1000 milliards de synapses en fait à la seconde. C'est un circuit électrique qui est hors norme. Et cette boîte noire-là, elle est très mystérieuse. Parce que, et ça c'est un rapport avec l'histoire aussi de la philosophie, c'est une porte vers ce que l'on est, l'humanité, l'homme, la pensée, la conscience, une porte vers, en tant que chrétien, vers la foi, vers une relation autre, vers la place que l'on donne à Dieu aussi. Donc c'est vraiment l'organe, c'est un organe qui est la boîte noire de notre corps humain et qui est le plus mystérieux du monde. Et c'est vrai que l'accès aujourd'hui, la course à l'accès à la pensée, au comportement, à la voix, à la vision, c'est un tout. Il faut vraiment le prendre de façon beaucoup plus large et de façon élargie. L'IA générative, elle est le fruit de tout ce que l'on a vu avant, l'IA, le deep learning, le machine learning, le neurosciences. Et c'est effectivement ce qui fait accélérer les choses. Mais c'est certes une source d'inquiétude, mais c'est pas que l'IA générative qui est une source d'inquiétude. C'est l'ensemble. Et le contexte en 2024-2025, et je pense que mon voisin Christian va en parler aussi, est assez excitant, je dois avouer. Et en totale ébullition, on a en 2024-2020, enfin depuis 2021, depuis 2019, on a des recommandations de l'OCDE sur l'IA et les neurotechnologies qui sont tombées. En France, on a une charte des neurotechnologies responsables
qui a été inaugurée en 2022. C'est la première au monde. Et à l'UNESCO, on a différentes recommandations, 2021, 2023. Et 2024-2025 sonne aujourd'hui vraiment un travail collectif mondial sur les textes, sur les neurotechnologies, et qui va en même temps aussi de pair avec des textes sur la relation neurosciences-IA et IA. Donc c'est extrêmement intéressant parce qu'on est vraiment maintenant sur une période en totale ébullition sur cette problématique-là. Les données numériques, c'est vraiment la problématique d'aujourd'hui. Ce qui se passe avec l'IA et les neurosciences et cette convergence, c'est qu'on a certes des données personnelles, des données de toutes sortes, mais il y a aussi cette problématique des données cérébrales qui sont à l'heure actuelle en cours de discussion et qui sont en cours de qualification. On ne sait aujourd'hui, elles sont peu protégées hors domaine médical. Dans le domaine médical, elles sont protégées, mais hors domaine médical, c'est en cours de réflexion. Donc il y a un véritable enjeu aujourd'hui sur tout ce qui est capté, tout ce que l'IA capte en fait par le biais de ces neurotechnologies. Et ça va de pair aussi avec la manière dont nous, on appréhende aussi toutes ces données et dont on fusionne toutes ces données. Les données, elles peuvent être personnelles, elles peuvent être génétiques, elles peuvent être médicales, elles peuvent être... Et la manière dont on réagit face aux données, dont on fonctionne, manière dont on les préserve aussi, est extrêmement important parce que l'enjeu d'aujourd'hui et de demain, avec l'IA et tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est la fusion de toutes ces données pour encore plus d'accélération. Donc c'est inévitable que c'est important de pouvoir se poser la question de qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces données-là. Donc l'IA, l'éthique et le digital, donc il y a un mélange avec le droit. Donc là, je vous laisserai Christian en parler. Et il y a une notion dans le droit qui arrive, qui s'appelle le neurodroit, le droit du cerveau, et qui est vraiment un mélange de réflexion entre l'IA et les neurosciences, cette convergence. Et 4 nouveaux droits arrivent, alors en discussion aujourd'hui, le droit à la liberté cognitive, de la vie privée mentale, de l'intégrité mentale, de la continuité psychologique. Tout ça, c'est actuel. En fait, tout ça, ce sont vraiment des discussions 2024-2025. Dans le cadre de l'éthique, en France, on est un peu spécial. On a une loi. Par le biais, on a légiféré par le biais de la loi relative à la bioéthique, la dernière, du 2 août 2021, qui commence à ouvrir cette réflexion sur les neurosciences, l'intelligence artificielle, les algorithmes, les neurotechnologies et le digital, le big data, avec ces articles 17, 18, 19 de cette loi qui ouvrent, qui sont précis sans ouvrir trop non plus, mais qui vont avoir besoin d'être étoffés dans les années à venir, mais qui ouvrent vraiment ce champ de neurodroit, de neuroéthique, de données cérébrales, de données aussi, de fusion de données, de big data, d'intelligence artificielle, et voilà, qui font vraiment ce lien avec les différents articles des différents codes. Donc moi, en tant qu'éthicienne, c'est vraiment autour de cette convergence neurosciences, informatique, ingénierie qui, pour moi, est intéressant de rentrer. Et c'est l'enjeu, c'est de savoir où se placer dans cet équilibre et de s'interroger où est-ce que, quelles sont les possibilités, les opportunités, les futurs souhaitables, parce que c'est pas que des dangers aussi, c'est pas, on n'est pas sur un, il faut interdire, il faut réfléchir à la manière dont on peut aussi s'en servir, et c'est plein de promesses, plein d'opportunités, mais aussi des risques et des dangers. Donc c'est finalement une balance entre le bénéfice-risque qu'il faut gérer. Une invitation à aller plus loin que la simple utilisation aussi, et de se focaliser simplement davantage sur le comprendre, comment est-ce que ça fonctionne, comment ça marche, d'où ça vient, quelles sont l'histoire, pourquoi est-ce qu'on en est là aujourd'hui, plutôt que sur le savoir instantané, sur simplement ce que l'on a dans les mains et ce que l'on peut regarder sur Internet sans critique. Et pour moi, c'est m'appuyer sur l'éthique, justement, sur cette boussole. Pour moi, elle est importante, ça me permet vraiment de rester chef d'orchestre de ces innovations. Alors, dans la question tout à l'heure d'Éric, qu'est-ce que pour moi l'éthique ? L'éthique, pour moi, c'est une boussole.
Alors, je m'appuie beaucoup sur une phrase de Hans Jonas de 1978 du principe responsabilité, et puis de Paul Ricoeur, la phrase de Paul Ricoeur. Mais pour moi, c'est vraiment l'homme responsable de ses actes et de ses actions. Et il s'agit d'orienter nos actions vers le bien commun, vers le bien d'agir. Et pour moi, l'éthique, c'est pas un ensemble d'interdits, d'obligations, de bien, de mal. C'est une invitation à la réflexion, une invitation à prendre de la hauteur, à se mouvoir, à se dire, ok, quelle est la perspective, quelles sont les tensions que ça implique dans ce questionnement, quels sont les dilemmes que l'on a donc ça va beaucoup plus loin, enfin, c'est un peu décalé de ce que l'on voit en fait de prime abord comme bien mal. C'est vraiment au-delà, vraiment un questionnement. Ça va utiliser la philo, ça va utiliser l'histoire des sciences, l'histoire de la médecine, l'histoire, la bioéthique, l'histoire de l'anthropologie, la sociologie pour alimenter la réflexion, clarifier. Il faut se dire aussi que toutes ces questions-là, de l'IA, des neurosciences, aujourd'hui, dépendent des cultures, dépendent aussi du pays dont on vient. Chaque culture a sa définition du cerveau, chaque culture a sa définition de l'IA, chaque culture a aussi sa perception des choses. Et c'est très important de mesurer à quel point les cultures sont importantes dans la réflexion et dans son questionnement. Pour moi, on peut ne pas être d'accord, mais pour moi, l'éthique ne donne pas de réponse. On n'est pas là pour donner une réponse d'éthique. On est là pour vraiment ouvrir une voie de réflexion, mettre en dialogue, mettre en tension vraiment et permettre d'identifier les questions importantes pour pouvoir vraiment agir. Et ensuite, basculer peut-être sur la morale, le droit et légiférer ensuite. Donc l'éthique, pour moi, c'est un pivot réflexif entre une démarche normative et une démarche plus politique. En fait, c'est vraiment le pivot réflexif qui va articuler les deux. Et dans tout ça, on a la question de l'IA et des neurosciences, c'est très importante. Depuis 2002, on a une nouvelle discipline. Eric, tu m'arrêtes quand on a, parce que j'ai pas du tout de montre. On a une nouvelle discipline jeune qui est née en 2002 et qui va ouvrir la réflexion des neurosciences de façon plus spécifique. Et c'est par ce biais-là, par le biais des questionnements sur la responsabilité, la vulnérabilité, la vie privée mentale, l'accessibilité, la justice sociale, qui couvre en fait toutes ces questions des neurosciences, de l'IA et de cette convergence, qu'aujourd'hui on ouvre tous ces questionnements de l'UNESCO et de l'OCDE. C'est très intéressant. Donc en fait finalement, cette convergence, les progrès depuis 1950, 40, 50 vont être un outil puissant au service de l'humain, du citoyen, de son bien-être, permet de mieux percer, alors dans le cas des neurosciences, le cerveau, génère de grandes bases de données, mais génère aussi des inquiétudes. Dans la question du cerveau, est-ce qu'on va découvrir la signature neuronale de la conscience? C'est une vraie question, pour le coup, une vraie question qui donne du poids à cette convergence, pour le coup, parce que l'IA questionne aussi la question, philosophiquement, la question de la conscience, vraiment très importante. Mais on voit qu'on se questionne sur... ça ouvre de nouveaux dilemmes sur les droits de l'homme, sur les droits fondamentaux. Alors je vais passer la parole à Christian sur ça. Ça remet en question aussi le principe juridique du libre arbitre, donc le fondement de la responsabilité juridique, mais aussi la responsabilité éthique. Ça nécessite aussi d'ouvrir la réflexion sur ces enjeux-là, réflexion citoyenne, réflexion dans la recherche, parce qu'il y a une nécessité réelle, et puis de faire le lien entre la recherche et le citoyen. Une conception aussi de nouveaux systèmes interdisciplinaires et de mise en place de cadres de gouvernance. C'est ce qui se passe avec l'UNESCO, avec l'OCDE, avec la charte des neurotechnologies responsables françaises. En fait, on est déjà en train de vraiment travailler sur ces cadres de gouvernance.
c'est parce qu'on navigue entre espoir et crainte, et que il faut vraiment se dire que c'est vraiment porteur de promesses, donc il ne faut pas tout jeter à la poubelle. C'est important de savoir aussi se réjouir de ce qui se passe aujourd'hui. Et en même temps, peut-être qu'en tant que chrétien, on peut aussi se poser la question, comment est-ce que moi, dans ma vision de chrétien, je vois aussi l'homme, et comment moi, avec ma foi, je peux aussi faire que cette foi peut être un peu... Alors je vais prendre un peu un peu une parabole, mais voilà, la foi peut être aussi le levain, en fait, peut donner aussi de la consistance à tout ce que l'on voit, à tout ce que l'on a aujourd'hui dans les mains, et que par cette réflexion chrétienne, on peut peut-être aussi basculer sur ok, comment est-ce que moi, avec ma vision chrétienne, je vois toutes ces opportunités, ces promesses, mais comment aussi je vois aussi ces limites, ces dangers, comment est-ce que je peux avertir aussi, comment je peux en parler aussi à côté. Voilà, donc pour moi, le mot de la fin, c'est vraiment une nécessité de définir et d'anticiper la responsabilité de chaque acteur, et nous sommes tous responsables. On a une responsabilité individuelle face à toute cette technologie, à l'IA, aux neurosciences. Et ça, je pense que c'est très important de se dire aussi qu'on est tous responsables à nos niveaux, à notre manière, voilà, chacun de nous, à notre manière avec notre manière d'agir, en fait, là où on en est. Voilà. Et d'évaluer l'impact et l'influence de chacune de nos actions, et d'évaluer cette balance de bénéfice-risque. Voilà. Merci beaucoup, bravo. Bravo. Merci, Monsieur Bic, d'être là au milieu de nous. Je ne peux pas citer les nombreux postes que vous occupez, que vous avez occupés, mais vous savez que Monsieur Bic est un magistrat honoraire, donc il va nous parler du droit, on l'a compris, secrétaire général de l'Association internationale de droit d'éthique de la science, membre de la Commission nationale française pour l'UNESCO. C'est avec elle, en co-création, que nous avons fait ces différentes tables rondes, je le rappelle. Vous présidez le comité de bioéthique et d'éthique des sciences, dans lequel Laure aussi intervient, je crois. Moi, j'ai deux sujets qui, je crois, intéressent une partie de la salle, mais aussi les internautes qui sont branchés, et on les salue. C'est qu'est-ce que fait l'UNESCO vis-à-vis de l'éducation et de l'IA responsable, et vous avez beaucoup travaillé sur ce sujet-là. Et deuxièmement, quels sont les dangers de ces technologies, on les a évoqués rapidement, dont le droit peut et doit nous protéger, sans doute, et comment préserver plus largement la propriété intellectuelle, les droits à l'image, enfin, etc., etc. Voilà, c'est à vous, floor is yours. Merci pour ce face-à-face, j'allais dire ce dos au mur, mais 3 années de coopération souhaitée par la Commission française pour l'UNESCO avec le CCIC, j'allais dire, sont très formateurs. Et donc, je vous remercie pour votre engagement, votre perspicacité. Et je voudrais partir parce que, bon, juriste, la tête dans le nuage, mais les pieds sur terre, même si c'est un peu haut sur une estrade, mais ça, c'est le juge apprécie. Je voudrais partir des 3 exemples qui ont été donnés. Le premier, la Pascaline. Merveilleuse machine, mais on vous a dit à quoi elle servait, à mieux faire rentrer les impôts. Deuxième exemple, la machine qui a permis de décoder les messages militaires allemands. Mais elle a servi effectivement à des fins de guerre qu'un certain nombre pensent effectivement étaient bonnes. Et enfin, tout ce dont on vous a parlé et qui sert à vous faire acheter plus, vous regarder plus, etc., consommer plus. C'est ça la réalité. Ça n'est pas une fiction, même si j'allais dire, c'est emballé de présentations qui vous mettent dans une sorte
rêve ou de situation qui peut aller jusqu'à l'addiction. Mais c'est comme ça qu'aujourd'hui, la société techno-industrielle se construit. Et donc, la première question que vous devez poser avant de savoir à quoi sert le droit, c'est est-ce que vous trouvez que ces utilisations, à différentes époques, mais vous voyez qu'il y a toujours une certaine actualité, d'autant que j'ai cru comprendre que l'Assemblée nationale avait rejeté le budget des recettes, donc d'avoir des solutions pour faire rentrer les impôts. Donc, est-ce que ça, vous trouvez que c'est utile? Et qu'est-ce que vous trouvez utile? Parce que quand vous vous serez posé les questions, vous aurez peut-être, sinon la réponse, tout au moins, serait peut-être un peu à quoi sert le droit. Et au-delà du droit, ce grand machin qui doit vous parler d'une machine, puisque je parle comme le général de Gaulle, de grand machin pour ce qui est de l'UNESCO, à quoi servent de tels organismes qui prétendent, donc, qui sont situés à un niveau international de mondialisation. Et on était déjà sous les Romains à une mondialisation du monde, hein, remplacée par une autre forme d'universalité. L'universalité de l'Église catholique, c'est une forme d'universalité qui prétendait aussi avoir une vision globale du monde et des principes qui doivent s'y appliquer. Est-ce qu'aujourd'hui, l'UNESCO met en avant une vision du monde, et laquelle? Est-ce que c'est la seule? Y a-t-il d'autres visions du monde? Et comment elles interviennent dans cette bataille autour de l'intelligence artificielle, qui n'est qu'un exemple de la société technoscientifique, puisque il y a cela une bonne dizaine d'années, je me retrouvais dans une salle de ma petite commune de Beaumont-sur-Sarthe, où à la demande de monsieur le curé, j'avais été invité avec le médecin du cru pour parler du droit et du mariage dit pour tous, et j'ai commencé par expliquer que autant effectivement l'Église catholique avait des principes universels, autant le constat que je pouvais faire, c'est qu'elle n'avait pas toujours existé dans l'histoire et que les Romains avaient commencé un peu avant et qu'ils avaient différentes formes de mariage, et qui ont évolué d'ailleurs à travers l'histoire. Donc voilà, la première question, c'est qu'il faut vous resituer là où vous êtes par rapport à des utilités qui ont eu aussi dans l'histoire des rôles et qui peuvent en avoir encore, et puis d'autres qui vous paraîtront aujourd'hui peut-être plus utiles, je n'en sais rien, et d'autres qui vous paraîtront moins utiles par rapport au monde tel que vous le vivez, bien ou mal, ou tel que vous voulez qu'il soit en fonction des principes dans lesquels vous souhaitez vivre et que la société vive. Ça, c'est peut-être la première question que vous devez vous poser. Et là aussi, regardez le monde tel qu'il est. Alors j'étais effectivement, puisque j'ai organisé 2 colloques sur l'IA, l'un IA et santé, et je me suis retrouvé avec un spécialiste de l'intelligence artificielle de Nice, qui est un philosophe, Thierry Millissier, mais qui est un spécialiste de Nicolas Machiavel, et qui a rappelé que Nicolas Machiavel, c'est quelqu'un qui regarde la réalité telle qu'elle est. Alors, ce que je vous invite, en tant que juriste, c'est de regarder cette réalité telle qu'elle est aujourd'hui, et qui est de savoir pourquoi l'intelligence artificielle, comme d'autres technologies, d'une certaine manière, gouverne le monde et pose autant de questions, avec plus ou moins un certain nombre de succès médiatiques, puisqu'il y a qu'à voir le nombre de personnes que vous êtes ici ce soir, ou le succès de ChatGPT dès ces quelques premiers jours de mise sur le marché, comme on dit. Donc je crois que ça, c'est la première question de la prise de conscience qui n'est pas, et là, vous me permettez, je m'avais invité à parler de droit, mais je vais parler aussi de politique. Le juriste, quand je dis qu'il est entre les pieds sur terre et la tête dans les nuages, et jamais l'inverse, hein, parce que l'inverse, ça ne marche pas. Hein.
la tête en bas et les pieds dans les nuages, ça ne marche jamais, enfin pour le juriste. Et il est aussi au cœur du politique, même si le politique demande plus que le droit en tant que technique. Il demande que le droit, effectivement, en tant que mouvement universel, universaliste, qui est mené. Et là, il y a des batailles d'universel juridique. Il y a le droit des droits de l'homme qui, aujourd'hui, a satisfait en apparence tout le monde, mais derrière se cachent des racines extrêmement différentes. Vous le savez, il y a d'autres types de droits. Excusez-moi. Quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'être trop près du micro. Et je me souviens d'un débat que j'avais organisé il y a 20 ans au Japon, où j'avais fait venir 2 philosophes, un philosophe japonais et Michel Serres, qui venait de loin et qui repartait loin aussi, pour nous parler effectivement de la perception de la nature et de la manière dont ça conduisait à l'organisation des sociétés réciproques. Et je me suis fâché, sans le vouloir, avec Michel Serres quand il a entendu que le président de la Société japonaise de philosophie, qui était aussi président de la Société japonaise de bioéthique, lui exprimait que les droits de l'homme, les Japonais pouvaient, et l'Asie pouvait faire sans. Aussi, il le démontre aujourd'hui, si on regarde d'autres pays voisins, mais il veut dire par là qu'il y avait toute une philosophie qui préexistait à notre philosophie des droits de l'homme et qui leur avait permis de vivre. Et surtout, quand on regarde certains films, j'aime bien citer le cinéma, souvenez-vous de la balade de Narayama, que les Japonais ou les peuples d'Asie ont une conception de l'homme qui ne fait qu'un avec la nature, qui est un élément comme d'autres qui avec l'environnement. Alors, ce n'est pas forcément notre façon de voir, mais dans ce monde qui est en apparence universel, mais qui est au moins globalisé sur un certain nombre de points, il y a cet affrontement des visions du monde, de ce qu'on appelle les fictions, c'est-à-dire la façon dont, à travers nos cultures, le temps qui passe, nous avons construit, pensé le monde. Alors, il y a des similitudes, on en voit entre les religions, les mythes, les grands mythes, etc. C'est quand même pas un hasard si dans la transformation religieuse, le temps, il reste à peu près tout le temps organisé de la même façon. Le printemps est toujours une renaissance des choses. Donc il y a des éléments communs, mais il y a une construction de l'imaginaire. Je ne suis pas anthropologue, mais je crois qu'il faudrait faire parler effectivement les anthropologues là-dessus. Et aujourd'hui, il y a peut-être dans ces imaginaires qui à la fois se ressemblent et s'opposent, des mondes différents. Et ça transparaît aussi dans les propositions politiques de nos sociétés, d'autant que les individus, moi dans l'Europe occidentale dans laquelle nous vivons, avec sa mentalité, sa philosophie, fait effectivement c'est très bien mettre en avant le rôle de l'individu dans l'exercice des droits de l'homme, quitte à arriver avec un certain nombre de représentants de l'intelligence artificielle, comme Elon Musk. Vous allez voir qu'il va cette fois totalement s'ouvrir à un rôle politique pratique, de libertarianisme appliqué, effectivement, faire la démonstration de comment d'autres universalismes peuvent s'appliquer. Alors tout ça, vous me direz, pour expliquer quoi? Pour expliquer qu'il faut savoir ce que sont les institutions comme l'UNESCO, qui a une mission. Mais sa mission, l'UNESCO, elle la tient du système des Nations Unies. Le système des Nations Unies, c'est un certain nombre d'États dont elle est une organisation spécialisée avec effectivement une vision transversale sur l'éducation, la science et la culture. Ces trois grands piliers. Et c'est à travers un mandat que lui a donné le secrétaire général des Nations Unies qu'elle essaye de développer une politique qui est celle d'une communauté d'États. Il y a, je crois, aujourd'hui 191 États. Encore, les États-Unis sont revenus, je ne sais plus si on est 191 ou 193. 14. Bon, on verra jusqu'à combien de temps ils tiennent encore à l'UNESCO, mais je veux dire, c'est ça, c'est faire aller ensemble. Et
l'ensemble de ces États. Quand je racontais tout à l'heure dans une anecdote que j'avais refusé, étant président du comité intergouvernemental de bioéthique, de remercier, comme demandait le secrétariat, l'Arabie saoudite pour avoir payé une partie de la réunion et de l'interprétation à quelques mois où, dans les conditions que vous savez, l'Arabie saoudite avait traité un de ses journalistes, pour parler un petit peu par euphémisme. Bon, vous voyez que l'UNESCO, c'est ça aussi. Bien. Donc c'est ça avec une politique à organiser. Et il faut reconnaître que là, il y a des rôles de personnes qui ont joué et d'institutions. Depuis effectivement la recommandation sur l'intelligence artificielle, on a ajouté quelque chose qui n'existait pas à l'UNESCO dans les recommandations. C'est-à-dire on a ajouté toute une partie qui vont au-delà des principes et des valeurs et qui concerne des recommandations, j'allais dire, de politique pratique dans un certain nombre de domaines qui sont énumérés, et je crois qu'il y en a 12 ou 13, par la recommandation, et qui impliquent l'ensemble des acteurs au-delà même des États, y compris ces acteurs GAFAM ou leurs équivalents chinois. Et de cela, il y a une volonté, effectivement, d'une personne qui est aujourd'hui à la charge, qui est la directrice générale adjointe, Mme Gabriela Ramos, mais qui est économiste et qui nous vient de l'OCDE, qui a fait le premier gros travail international de rapport, près de 800 pages sur l'intelligence artificielle, et les premières recommandations d'essayer de donner à l'UNESCO un rôle plus proactif là-dedans. Donc ça veut dire qu'on a une approche politique différente qui commence, on est en matière d'éducation par le consensus de Beijing, de Pékin en 2019, la première réunion, hein, les Chinois, c'est quand même pas un hasard que les Chinois se trouvent très, très actifs. Lorsqu'on a commencé la bioéthique en matière de génétique, les Chinois ont été aussi très actifs. Parce que ça peut vous surprendre, est-ce que tout d'un coup ils avaient le goût de la bioéthique, et ils avaient le goût de la bioéthique au sens politique du terme et des organisations effectivement internationales. Et je crois que là aussi c'est un peu la même chose à l'UNESCO. Mais la conférence de Pékin qui a eu lieu sur l'éducation a été aussi importante, puisqu'elle prévoit, je vous renvoie, j'ai donné un texte, vous pouvez aller regarder les choses, mais elle donne quand même des orientations pour planifier l'IA dans les politiques de l'éducation, jusque dans la gestion des systèmes éducatifs. Je crois que ça c'est important effectivement à retenir, et faire de l'IA un outil au service des apprentissages et de l'évaluation des acquis. Je crois, et aussi développer les valeurs et les compétences. On est avec des sujets que tous les pays retrouvent effectivement en matière d'éducation. Je sais que vous voulez que... bon. Mais, non, c'est passionnant, mais c'est juste qu'il y a... Oui, mais je vais faire... Allez-y. Je vais faire plus court. Vous irez regarder tout ça. Oui, on a toutes les références. Bon, le choix, j'en ai dit un mot. L'UNESCO ajoute à ça une approche normative, qui est cette recommandation de 2021, qui comprend cette innovation. Et c'est cette innovation qui permet à l'UNESCO de demander aux États aujourd'hui de faire des rapports pour l'année 2025 sur la manière dont ils ont déjà mis en œuvre. Et comme Mme Ramos est latino-américaine, elle démontre avec l'Amérique latine, par les réunions qui y sont faites, et puis notamment par un pays comme le Chili, qu'on avance beaucoup dans ces domaines. Mais je vous rassure, en organisant 2 réunions en Amérique latine il y a moins d'1 mois, la Commission française compte bien développer, et que vous y soyez partie prenante, l'Académie franco-latino-américaine de bioéthique et d'éthique des sciences. Donc là-dessus, l'UNESCO continue son travail et ses rapports. Elle le fait dans une diversité de domaines éducatifs, y compris vers les juges, y compris vers la façon dont on accueille et respecte les médias dans un certain nombre de pays. Ça aussi, c'est une forme d'éducation. Donc voilà un petit peu, de façon très synthétique, j'en reste. Vous m'avez posé des question. Alors, sur la propriété intellectuelle, je trouve très intéressant que vous posiez une question sur quelque chose qui touche le domaine
économique autant que le domaine de l'esprit. Bon, la réponse à l'heure actuelle est claire pour beaucoup de droits nationaux. Le droit d'auteur ne peut être donné qu'à des personnes physiques. C'est le droit français, parce que ça implique, c'est une œuvre de l'esprit, donc une créativité. Alors, ceci dit, évidemment, l'IA bouscule un peu les choses, comme précédemment le numérique l'avait fait, et comme avant aussi la photographie et le cinéma l'avaient fait. Donc on pourra construire des droits spécifiques, des droits voisins, ou hors du domaine de la propriété intellectuelle, un certain nombre de droits. On y a déjà réfléchi, il y a déjà des propositions, soit de modifier le droit existant, soit de ne pas le modifier en laissant le juge faire preuve d'imagination. Et d'autres pays ont déjà répondu en faisant avancer certains droits ou en répondant qu'on en restait au statu quo là-dessus. Donc là, n'ayez pas d'inquiétude, les choses sont en marche et on trouvera effectivement le moyen de rémunérer un certain nombre de gens qui participent aussi au processus, sans pour autant donner effectivement une personnalité morale à l'intelligence artificielle elle-même, mais on pourra faire en sorte, comme dans les brevets, comme dans les droits d'auteur collectifs, de reconnaître aussi que la personne morale peut y participer. Voilà. Bon. Merci beaucoup, Monsieur Bic, de nous avoir fait rapidement le résumé de ce qu'était l'UNESCO de ce point de vue-là aussi. Et là, on va changer un tout petit peu d'angle et peut-être de point de vue. Alors j'ai tenu à ce qu'il y ait d'une part un petit peu de jeunesse, non pas qu'on soit totalement exempt, et vous avez vu que chacun des intervenants avait sa capacité à comprendre l'intelligence artificielle. Mais là, nous avons affaire avec Timothée à, certes, un jeune, enfin, il a eu une quarantaine d'années quand même, polytechnicien, mais il est surtout passé de l'autre côté de l'Atlantique. Et de l'autre côté de l'Atlantique, il a fait un PhD en intelligence artificielle. Il a travaillé avec des grands chercheurs sur l'intelligence artificielle. Il a travaillé dans une boîte. Tu as démarré avec 5 personnes, il y en a 5000 aujourd'hui. Donc voilà, ce que j'ai envie de te poser comme question, c'est quand tu entends tout ça, toi, à l'aune de ton expérience, de ce que tu as vécu, de ce que tu as appris, comment tu vois les choses, quelle est ta vision de l'IGN, comment nous on le traite en Europe, vous le traitez aux États-Unis. Quelle est l'éthique dans tout ça? Est-ce que ça existe ou pas du tout? Et puis, quelles sont les conséquences géopolitiques aussi? Voilà. Merci Eric, c'est une longue question qui pourrait nous occuper pendant une bonne partie de la soirée. Je vais essayer juste d'apporter quelques points qui, à mon avis, sont particulièrement importants dans ce débat, pour après ça laisser approfondir dans les questions. Et quand tu parles effectivement de démarrer sur l'intelligence artificielle en Californie, j'aimerais commencer par une petite anecdote. Quand j'ai commencé dans mon master avec la personne qui est devenue maintenant une des stars de ce domaine, il m'a dit « Timothée, va dans un magasin de jeux vidéo pour aller chercher toutes les cartes de jeux vidéo que tu trouveras. » Et c'est comme ça que l'intelligence artificielle moderne a commencé. C'est avec du matériel de jeux vidéo. Alors, avant de commencer à aller plus dans le détail, j'aimerais juste savoir ici dans la salle, qui ici a déjà utilisé une intelligence artificielle générative comme ChatGPT, etc. Qui peut lever la main pour avoir une idée? D'accord. Donc, à peu près un bon tiers, la moitié de la salle ici. Pour vous donner une idée de comment c'est construit, comment on construit ce genre de système dans la pratique,
parce que mon point de vue est celui vraiment du créateur, du concepteur de ces intelligences artificielles, eh bien, on commence, comme cela a été rappelé par Laure et Isabelle, on commence par récupérer un ensemble de textes. Dans le cas des intelligences artificielles modernes, c'est à peu près 15 000 milliards de symboles. Et pour vous donner un ordre de grandeur, si vous vous rappelez de vos dictionnaires Larousse, ça fait 1 million de dictionnaires Larousse mis bout en bout. Et après ça, donc on met tout ça dans un système qui va apprendre à reconnaître les textes et après ça à prédire les textes suivants. Et cela prend entre 10 et 300 ingénieurs et cela coûte entre 5 et 200 millions de dollars. Donc une IA moderne, ça coûte quand même assez cher. Et au final, le résultat paraît finalement assez petit. Ça représente donc 400 milliards de paramètres qui sont vraiment juste des nombres qu'on peut mettre sur une clé USB. Voilà. Donc ça, c'est 200 milliards de dollars plus loin, on a une clé USB bien remplie. Avant d'expliquer comment on utilise ces IA, j'aimerais insister sur une nuance qui me paraît assez fondamentale. C'est qu'ici, on a parlé à la fois de ChatGPT et de clé USB, et il me paraît important quand on parle d'éthique, de savoir si on parle de l'IA en tant que technologie ou en tant qu'application. Donc, et en particulier, est-ce qu'on parle ici des diffuseurs d'IA ou est-ce qu'on parlera des concepteurs, des créateurs d'IA? Parce que l'IA finalement rentre un peu dans notre langage, un peu dans les deux domaines. C'est à la fois une technologie, dans le sens où les scientifiques écrivent des articles, on peut expliciter ce que c'est, on peut la mettre sur une clé USB, la copier, la distribuer, mais c'est aussi un outil et une application. Quand on parle de ChatGPT, on parle d'une interface que l'on peut utiliser, avec laquelle on peut dialoguer, ou pour laquelle une entreprise fournit ce service. Et pour prendre une analogie qui a été utilisée par un chercheur de l'université de Berkeley, le moteur électrique est aussi une technologie. On peut mettre un moteur électrique dans un aspirateur, et personne n'ira dire quoi que ce soit, mais on peut aussi le mettre dans un drone de combat. Et pourtant, parle-t-on d'éthique du moteur électrique? Donc, quand on parle d'éthique de l'IA, pourquoi, si c'est une technologie, pourquoi devrait-on même aborder ce sujet? Et donc c'est pour cela que je vais ici développer un point de vue qui sera sans doute un point de vue assez pragmatique et justement outre-Atlantique. Et je serai très heureux, très curieux d'avoir vos réponses et vos questionnements à ce sujet. L'IA, comme je disais, finalement, ça peut être vu comme une technologie qui est malléable. Et ce que je veux dire par là, c'est que l'on peut lui faire véhiculer certaines valeurs. Et justement, là, c'est là où le contexte géopolitique et où l'idée d'affrontement, finalement, entre des différentes visions du monde est vraiment au cœur de la création des IA. Parce que, par exemple, si on prend une IA faite en Chine, les lois chinoises précisent de façon explicite qu'une IA chinoise doit adhérer à une direction politique correcte et ne pas perturber l'ordre économique et social. Alors, je vous laisse imaginer ce que cela peut vouloir dire dans les termes concrets, mais une chose est claire. Si vous demandez à une IA chinoise de vous demander ce qu'il s'est passé sur le square de Tiananmen en 1989, elle ne va certainement pas vous répondre et toutes les données qui auront été utilisées pour l'entraîner auront soigneusement exclu ce genre de référence. Une IA ne pourra jamais compléter ce qu'elle ne sait pas, à la différence d'un philosophe, d'un mathématicien et d'un homme. D'ailleurs, là je parle d'un exemple chinois, mais tous les créateurs d'IA en Occident, en Amérique comme en Europe, essayent aussi de rajouter certaines barrières et garde-fous, comme on l'a abordé. Et donc, quand on parle d'appliquer des règles d'éthique en IA, il faut à mon avis distinguer deux acteurs très différents. D'une part, les fournisseurs d'IA génératifs, donc ChatGPT, Google, qui, eux, devront suivre des règles de droits fondamentaux, des règles de liberté d'expression et qui sont vraiment en charge d'être les médiateurs de l'IA avec les utilisateurs que nous sommes.
Et quand on parle des règles qui doivent s'appliquer pour les concepteurs d'IA générative, pour les créateurs, donc là je prends l'exemple français de la société Mistral, des groupes de chercheurs comme par exemple le Allen Institute of AI à Washington, qui eux juste créent, ou même Meta, qui eux juste créent des intelligences artificielles et les mettent à passer à la disposition d'autres fournisseurs pour après ça qu'ils les utilisent. Eh bien pour ces concepteurs, il est important pour moi que leurs tâches doivent plutôt se concentrer sur comprendre les risques liés à l'IA générative et faire preuve de transparence quant à l'utilisation de leurs sources et la performance et la capacité de leurs IA à ne pas générer des contenus illégaux, par exemple. Et les sources, par exemple, les IA chinoises, n'ont aucune obligation de dire qu'ils n'incluent pas certaines références historiques, comme je l'ai mentionné. Mais donc, quand on voit l'IA sous la forme d'une technologie, cela implique que c'est un choix social et humain, et non pas un choix technologique, de mettre et de véhiculer certaines valeurs dans une IA. Et de mon point de vue de chercheur outre-Atlantique, il y a un point qui me paraît important à mentionner et qui va être au cœur dans ce débat. Il n'y a pas de consensus au sein de la communauté scientifique quant à la meilleure approche pour créer et améliorer ces IA. Vaut-il mieux un cadre légal strict, donc plus ce que préfèrent les Européens, dans lequel on s'intéresse aux risques potentiels liés à l'utilisation de l'IA, ou vaut-il mieux un cadre plus souple, donc ce qui est le consensus américain, qui est basé davantage sur les risques observés en pratique quand on commence à déployer ces systèmes. À mon avis, il est préférable de concentrer les aspects légaux sur les applications et non pas sur la création d'IA. Et je vais vous expliquer d'où je tiens ce point de vue. Alors, si on regarde l'IA utilisée dans les entreprises, une chose qui est évidente, c'est qu'une entreprise a un but commercial. Et donc, l'IA dans une entreprise, je ne suis pas un juriste, mais c'est en tout cas comme ça que je le verrai. Donc l'IA dans une entreprise obéit à une certaine finalité. Donc l'IA dans une entreprise obéit à un souci d'efficacité, de performance, de productivité, et en particulier elle est utilisée pour prendre des décisions. Alors un exemple, c'est le port à côté de là où j'habite, le port de Rotterdam, un port entièrement automatisé qui fonctionne 24 heures sur 24 et qui utilise des dizaines de milliers d'agents, que maintenant on appelle d'agents d'intelligence artificielle, pour véhiculer les conteneurs. Mais aussi d'autres applications consistent par exemple à faire de la recommandation automatique de CV pour des postulants à certains postes. Par exemple, déterminer si un CV répond à satisfaire à des critères pour un poste. Donc deux exemples complètement différents quant à leur finalité, mais qui répondent tous les deux maintenant dans les cadres de ce qu'on appelle l'IA. Alors quand on parle des IA génératives, comme ChatGPT, ce qu'il faut voir en entreprise, c'est qu'elles sont rarement utilisées directement. En pratique, il est beaucoup plus efficace de prendre, au lieu d'avoir une IA et de lui demander une question complexe, comme par exemple générer des contrats d'assurance, il est beaucoup plus efficace de prendre cette IA et de la focaliser sur une tâche spécifique, comme quel est le nom d'une personne, quel est le nom d'une entreprise, quel est le nom d'une société d'assurance, et ainsi de suite. Pour prendre un exemple concret, une entreprise d'assurance américaine a pris tout son processus de création de contrats pour la souscription d'assurance, processus qui lui prenait 2 semaines avant l'introduction de l'IA, et a décidé de l'automatiser avec 78 micro-IA. Donc toutes focalisées sur répondre à une tâche spécifique. Et cela a permis à cette entreprise américaine d'assurance de passer d'un délai de souscription de 2 semaines à 3 heures. Donc ça répond vraiment, comme vous voyez, à un souci d'automatisation et d'efficacité. Alors quand on parle d'utiliser des IA qui ont été focalisées sur certaines tâches, comment rentre l'éthique et comment rentre l'idée de responsabilité dans ce domaine? Quand je vois les textes de loi à ce sujet, en tant que
utilisateur et créateur d'IA, j'y vois principalement un cadre conceptuel qui m'éclaire quant à la direction générale et qui répond tout à fait sur le plan personnel à mes valeurs chrétiennes. Mais après ça, j'ai du mal à connecter ça avec la réalité sur le terrain de comment on crée une IA. Je vais prendre un exemple très concret. Une IA ne doit pas présenter de caractère discriminatoire. Mais comment définir un caractère discriminatoire en pratique? Et cela, à mon avis, n'est pas possible. L'IA est une technologie qui est basée sur les mathématiques et la statistique. Et si nous arrivions à avoir une IA entièrement éthique, cela voudrait dire que nous aurions arrivé à prendre toutes nos valeurs, tous nos choix de société et à les représenter dans un langage mathématique. Et cela, à mon avis, ce n'est pas possible. Et donc parler d'IA éthique de façon fondamentale, à mon avis, ne sera jamais possible. En tout cas, dans le cadre d'une IA statistique telle que nous la connaissons maintenant. Alors, pour prendre un exemple très concret, dans le cas, par exemple, de notre application, de notre sélection de CV, donc choix binaire, est-ce que je rejette ou est-ce que je garde ce CV? Eh bien, pour définir l'équité et la discrimination, dans un cadre assez simple, des chercheurs ont compté 14 définitions différentes d'équité et de discrimination. Définitions, donc mathématiques, mais qui sont toutes contradictoires les unes avec les autres. Ce que je veux dire par là, c'est que si j'en choisis une et que je construis une IA équitable vis-à-vis de cette définition, elle sera automatiquement inéquitable pour une autre définition. Et pire encore, aucune de ces définitions ne répond à des critères généraux en totalité, comme par exemple l'indépendance d'informations masquables, la séparation, la suffisance. Bon, ça sont des détails mathématiques, mais toujours est-il qu'il est vraiment très difficile d'arriver à définir comment avoir une idée éthique, une conception éthique d'une IA. Et pour prendre cet exemple sur les CV, un exemple très concret que j'ai pu voir dans des entreprises qui essaient d'utiliser l'IA pour la sélection d'un poste à pourvoir. C'est un poste informatique, 9 fois plus de candidats masculins que de candidats féminins. Si un chercheur utilise la notion de parité statistique, une des définitions, il embauchera 9 fois plus d'hommes que de femmes. S'il utilise une parité démographique, il embauchera autant d'hommes que de femmes, mais à ce moment-là, les hommes seront en mesure potentiellement de dire qu'ils auront été discriminés. S'il emploie une notion d'égalité des chances, à ce moment-là, statistiquement, on peut montrer qu'il y a de toute façon plus d'hommes que de femmes, et ainsi de suite. Dans tous les cas, une des classes sera discriminée. Là, j'ai un exemple uniquement avec les hommes et les femmes. Imaginez ce qui se passe si je commence à inclure l'origine, l'âge, et ainsi de suite. Donc, il n'y aura pas de bon choix, à mon avis. Mais une chose est sûre, une entreprise qui utilise un système automatique, implicitement ou explicitement, utilisera une de ces définitions. Dans la pratique, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y aura les entreprises qui soit fermeront les yeux en faisant confiance à leurs ingénieurs, soit les entreprises qui bricoleront une idée de comment représenter l'éthique dans un cadre technique. Et dans ce cas-là, d'ailleurs, pour donner quelques chiffres, IBM avait demandé parmi leurs clients qui avaient des concepts éthiques il y a 2 ans. Et il y a 2 ans, les 3/4 des entreprises qui utilisaient de l'intelligence artificielle n'avaient aucune considération éthique quant à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Ça, c'était sur le plan mondial. J'imagine que sur le plan européen, c'était quand même un nombre bien supérieur d'entreprises qui avaient des considérations éthiques. Mais donc pour moi, la question en tant qu'utilisateur, en tant que concepteur d'intelligence artificielle, est vraiment d'arriver à trouver un juste milieu entre transparence et secret industriel. Avons-nous besoin de savoir comment fonctionnent les 78 petites unités autonomes d'une société d'assurance, mais aussi de décider en tant que société, tous ensemble en tant qu'État,
quels sont les critères autorisés pour définir l'éthique en pratique? Quelles sont parmi, par exemple, les 14 définitions? Y en a-t-il une que nous préférons, et ainsi de suite. Et on a vu ce débat aux États-Unis pour un logiciel qui s'appelle Compass, qui est utilisé dans le cadre de justice prédictive. Donc il ne dit pas qui est criminel, qui est coupable, il indique juste un score de récidive. L'entreprise a été attaquée par un organisme journalistique disant que ce logiciel était biaisé, n'était pas équitable vis-à-vis de certaines populations plus défavorisées, comme les Africains-Américains. Ce en quoi elle avait raison dans sa propre définition d'équité. La société derrière Compass a répondu en disant qu'elle utilisait des critères démographiques qui n'avaient pas été pris en compte par cette entreprise journalistique. Ce en quoi elle n'avait pas non plus tort, selon sa propre définition d'équité. Alors comment allons-nous arriver à résoudre ces débats justement sur ce qu'est l'équité en pratique quand nous allons utiliser des systèmes de décision automatique? D'ailleurs, j'aimerais faire une petite aparté ici, une remarque sur la transparence, pour déterminer si un outil d'IA a un caractère discriminatoire, eh bien, il faut le mesurer. Il faut savoir mesurer cette discrimination. Et pour l'instant, c'est une spéculation, mais je ne serais pas étonné si, dans un futur relativement proche, on arrive à une situation où, pour postuler par exemple à un poste, on demande à la personne qui se présente de fournir non seulement son âge, mais aussi donc, son origine, potentiellement des informations raciales, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc plein d'informations qui maintenant seraient potentiellement vues comme extrêmement sensibles, mais qui permettraient de détecter et de mesurer les caractères discriminatoires de ces IA. Donc cela reste une spéculation, mais je ne serais pas étonné que cela arrive. Et donc dans ce cadre-là, l'utilisation de l'IA pour les entreprises européennes peut être assez complexe, pour ne pas dire délicate. Et on pourrait se dire, ok, puisqu'il est complexe à cause de toutes ces raisons de discrimination et de flou autour de l'équité. Donc on pourrait se dire, après tout, pourquoi ne pas utiliser des IA américaines? Et cela pose pour moi des gros enjeux de géopolitique et de géostratégie. Et pour ça, pour expliquer pourquoi, je vais parler ici des gros modèles d'IA. Parce qu'en IA, il y a des gros modèles et les petits modèles. Les gros modèles sont ceux dont Isabelle a parlé, sont ceux qui font les gros titres. Les petits modèles sont ceux qui décident de si vous recevez une publicité dans votre boîte aux lettres. Et pour les gros modèles, si on regarde où sont faits les investissements, eh bien, pendant l'année 2023, les Américains ont conçu et déployé 95 modèles d'IA, de gros modèles d'IA. Donc là, ça inclut ChatGPT, tous les modèles de création d'images et ainsi de suite. La Chine, qui n'est pas loin derrière, en a construit 65. L'Europe en a construit 20, dont la France, 9. Donc on pourrait se dire, cocorico, nous avons construit quasiment la moitié de toutes les IA en Europe l'année dernière. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que ça représente 5% de toutes les grosses IA déployées à travers le monde. Donc c'est pas mal, mais c'est loin d'être suffisant. Et on pourrait se dire, quel est le problème dans tout ça? Bien, si on prend des modèles comme ceux fabriqués par Meta, pour lesquels on a accès à des statistiques, 80 à 90% des données utilisées sont en langue anglaise. Cela veut dire que tous les autres langages qui sont inclus dans ces modèles ne sont pas aussi bien représentés que l'anglais. Cela veut dire aussi que toutes les associations conceptuelles qui sont derrière sont aussi dominées par des idées anglo-saxonnes. Et donc pour tester ça, j'ai fait une petite expérience ce week-end. J'ai demandé à ChatGPT, et à beaucoup d'autres modèles d'ailleurs, si je devais travailler ce week-end pour finir ma présentation pour ce mardi. Alors, je vais vous demander ici, levez la main si vous pensez que je dois travailler pendant le week-end pour faire cette présentation. Quelques personnes. Karine, évidemment, oui.
Ok, donc à peu près un tiers, on va dire. Alors on voit ici qui est ici pour faire travailler les jeunes. Donc j'ai demandé à ChatGPT et la réponse a été particulièrement fascinante. Toutes les IA que j'ai testées, donc les 5 versions de ChatGPT, eux aussi en langue française, anglaise, néerlandaise, allemande, toutes les langues pour lesquelles je savais écrire ça et comprendre leurs réponses, toutes ont dit que je devais travailler ce week-end pour impressionner mon patron avec plein de raisons comme ça. J'espère que tu es impressionné, Eric, d'ailleurs. Je suis très impressionné, mais vous aussi. Hein. Voilà. Et donc, non seulement elles ont dit ça, mais aucune n'a même demandé ou interrogé sur la finalité, sur l'importance de cette présentation. Aucune, dans n'importe quelle langue. Donc, vous pouvez imaginer, j'imagine que si c'était une IA conçue en France, le résultat aurait été peut-être un peu différent. J'ai même essayé pour tester, j'ai même testé en rajoutant « je suis un syndicaliste, est-ce que je dois faire ça ?» La réponse a été « je dois démontrer au reste de mon entreprise que j'ai une forte éthique de travail ». Je ne sais pas si c'est une conception particulièrement française. On va demander alors ce qu'elle en pense. Souvent, moi, quand les gens n'étaient pas contents des décisions que je rendais, je disais, maître, souvenez-vous des questions que vous avez posées à la Cour. Ouais, ça fait pas mal. Je ne sais pas quelle est la question que vous avez. Alors, tu as peut-être pour conclure, il y avait une chose en préparant que tu as fait sur la partie justement de la liberté donnée au système européen par rapport au système américain, et sur le fait que si on laisse peu de liberté au système européen, qu'est-ce qui va se passer? Alors, effectivement, c'est quelque chose qui, à mon avis, en tant que créateur d'IA, est particulièrement important. Le secteur de l'IA évolue extrêmement rapidement. Et si on regarde comment la loi européenne sur l'intelligence artificielle a évolué, finalement, ChatGPT, fin novembre 2022, est apparu extrêmement en fin de course, finalement, et presque a été rajouté quasiment à la dernière minute dans un projet de loi comme ça. Et donc, il est pour moi particulièrement important d'avoir une interprétation souple et évolutive de nos cadres de loi pour être sûr que nous nous concentrions sur les aspects importants. Parce que d'expérience, tous les modèles, qu'ils soient open source faits par des chercheurs ou qu'ils soient faits sous le secret commercial par des entreprises, tous les modèles, tant soit peu intéressants, seront classifiés à haut risque par le projet de loi, par la loi européenne. D'autre part, quand un modèle est à haut risque, les contraintes sont fortes sur les créateurs d'intelligence artificielle en matière de traçabilité et de transparence. Certains chercheurs, dont non seulement des chercheurs, mais aussi Mario Draghi, comparaient ça avec les nécessités, avec le cadre de droit pour les entreprises pharmaceutiques. Et où les coûts documentaires pour expliquer quelles sont les décisions prises à quel moment sont tels que finalement, les seules entreprises capables de gérer ça sont les gros groupes, Google et compagnie, et les PME ne seront incapables de créer une IA dans un système, dans un cadre légal européen. D'autant plus que le coût d'erreur est élevé. C'est jusqu'à 7% des revenus annuels mondiaux. Ça peut aller très vite. Et si on prend, de mon point de vue américain, un contre-exemple, c'est la proposition de loi américaine qui visait précisément à réguler finalement sur le modèle européen, le projet de loi californien visait à réguler des systèmes comme ChatGPT. Il a été refusé en octobre, il y a moins d'un mois, et précisément la raison qui a été avancée par le gouverneur est précisément parce que ce système se concentrait davantage sur la création que sur l'application des IA. Et nous risquons, je pense, d'arriver à nous retrouver dans un monde où les Américains pourront continuer d'innover, alors que les Européens seront plus... Ouais, non, nous avons la capacité, mais il y a un risque que nous retrouvons dans un monde où nous passons plus de temps à documenter ce que nous faisons plus que de créer l'IA.
Et à mon avis, il est possible d'intégrer aussi d'autres directions. Mais je pense qu'on va essayer les questions. Non, ici. mais c'est passionnant. Merci beaucoup. Je crois que... Bravo. On a laissé passer un tout petit peu plus de temps, mais parce qu'il fallait terminer sur, effectivement, est-ce que les valeurs européennes ou pas, si on laisse faire les choses, eh ben, on n'aura que des réponses en anglais, avec des valeurs en anglais, et même pour des réponses en swahili, c'est ce que me disait, sous ton contrôle, Timothée, ce que tu me disais, et c'est quand même un petit peu gênant. Alors, je crois que Marc, on a quelques questions qui vont circuler pendant que les internautes aussi posent des questions. Mais auparavant, Isabelle, tu avais terminé sur une batterie de questions. Et il y avait une chose qui m'a frappé, c'est en fait tous les mécanismes d'IA qui sont sous-entendus par les réseaux sociaux, qui ne sont pas vérifiés, pas responsables, qu'on appelle les fake news, vous le savez. Hein, comment les gens réagissent à tout ce qui se passe aujourd'hui sur X, ex-Twitter, hein, mais aussi sur Instagram. Il y a eu l'autre jour des choses importantes qui sont passées pas loin de chez toi. Est-ce responsable tout ça? Est-ce que vous pourriez nous dire, pendant que les questions sont remixées, à quoi vous faites allusion en fait? Merci. Merci pour la question. Ça concerne les réseaux sociaux. Et c'est une question qui me paraît importante parce que beaucoup de personnes s'imaginent que les réseaux sociaux n'ont pas d'IA. En fait, il y a des choses, des petits programmes d'IA derrière. Je vais vous prendre un exemple. Et les réseaux sociaux, l'autre chose que je voulais dire, c'est que c'est important parce que dans beaucoup de pays, dans beaucoup de milieux, on n'a pas accès à tous ces énormes modèles et même GPT, etc., même si c'était d'une très large diffusion. Par contre, les jeunes, même quelquefois beaucoup trop jeunes, ont leur portable et utilisent et surutilisent les réseaux sociaux. Je vais vous donner un exemple du fait que, par exemple, dans Facebook, il y a un processus qui amplifie considérablement l'impact. En fait, quel est le modèle qu'a Facebook? Je vais vous donner un exemple. Le modèle, c'est qu'ils veulent pouvoir mettre le plus possible de publicité. Donc, ils cherchent, donc ils demandent à leur IA de maximiser ce qu'ils appellent engagement, c'est-à-dire l'engagement, si vous voulez, des utilisateurs. Et l'engagement, comment est-ce qu'une machine, qui est quand même très bête au départ, mesure l'engagement? C'est avec la quantité de réactions, c'est comme ça, où j'ai publié le petit bonhomme tout rouge. Ça, c'est une façon. Deuxième façon, c'est le temps passé à regarder Facebook. Et la troisième chose, c'est est-ce que les personnes ont réagi en diffusant, en rediffusant? Et ce qu'on constate, c'est qu'avec ce logiciel, avec cet ordre donné de maximiser l'engagement, les posts Facebook qui auront généré le maximum d'engagement vont être mis en avant. Donc sur le fil d'actualité, c'est ça ce qu'on va retrouver. Le résultat est que ça amplifie considérablement ce qui... voilà. Je vais vous en donner un exemple très précis parce que vraiment très marquant. Je l'ai trouvé dans le dernier livre de M. Harari qui s'appelle Nexus et il cite quelque chose de très documenté, le massacre des Rohingyas. Donc vous voyez les conséquences. A été, dans ce massacre des Rohingyas, l'utilisation de Facebook a été déterminante. Il n'y a pas que Facebook, évidemment. En fait, les musulmans étaient une petite partie de la population, en conflit avec tout le reste de la population birmane qui est bouddhiste. Et donc, quelques grands influenceurs, si je puis dire, bouddhistes, avaient déjà mis sur Facebook des posts qui, qui avaient une consistance de détestation des musulmans. Mais ces posts ont été surmultipliés, ce qui fait qu'il est devenu dans l'esprit commun des
bouddhistes de base, birmans, qu'un musulman était un sous-homme et qu'on pouvait tuer un musulman parce que de toutes les façons, il était épouvantable. Donc vous voyez qu'on ne peut pas accuser Facebook d'avoir créé ce massacre, mais la contribution de Facebook, je dis Facebook parce que ça date d'il y a quelques années, ce n'était pas encore Meta, a été déterminante. Pour autre point qui quand même est important de connaître, parce que c'est également vraiment du très grand public, c'est qu'il est maintenant documenté que sur Twitter, donc sur X maintenant, 3% des comptes Twitter sont en fait ne sont pas générés par des personnes. Donc on peut dire sont des IA, mais ce sont des machines créées par des personnes quand même. Et donc seulement 3%, ce n'est pas le bout du monde. Seulement, on observe que 20% du trafic, donc 20% ce qu'on voit sur les réseaux, sur Twitter, le résultat a été produit par ces 3%. Donc vous voyez le facteur multiplicatif. Alors j'ajouterais en plus qu'une étude faite par un organisme français montre que les journalistes utilisent beaucoup Twitter, X, comme source de renseignements. Donc là, on arrive sur le grand sujet. On arrive aux questions. Excusez-moi, parce que je pense que la salle demande à poser des questions. Marc, est-ce que tu as des questions? Moi j'ai une question là à propos des biais de construction des algorithmes. Quelle différence faites-vous entre transparence et lisibilité? Parce que ça a été abordé tout à l'heure. Qu'est-ce qui veut répondre? Timothée, je sens que tu vas t'y coller. Monsieur Vic, j'ai vu, vous avez... Mais peut-être pour une réflexion de mise en perspective, est-ce qu'il faut prendre cette question, transparence, lisibilité, comme une... Est-ce qu'il faut prendre cette question comme une question technique? La transparence, c'est quelque chose de technique. La lisibilité, c'est quelque chose de technique. Dans le discours que j'ai eu à ma droite tout à l'heure, on a eu pas l'impression, j'ai le sentiment qu'il y avait le souhait de séparer le bon grain de l'ivraie. Le bon grain, c'est la technique. L'ivraie, c'est éventuellement l'éthique quand elle se mêle de ce qui ne la regarde pas. Non, je pense que c'est une erreur fondamentale et l'exemple que vous venez de donner est un bon exemple. L'appropriation que tout un chacun aujourd'hui se fait de la technologie fait qu'on ne peut pas séparer la technologie des applications, de l'éthique, du droit et du politique. Et je vais retourner à l'exemple de Machiavel. Machiavel va imposer à Florence la conscription militaire des volontaires. Pourquoi ? Parce que il a compris que ce qui ruine Florence, c'est de devoir payer des condottieri pour lever des armées. On est en pleine guerre avec les Français. Hein. Mais qui a intérêt ? Les grandes familles oligarchiques qui prêtent de l'argent à Florence pour payer les militaires. Donc les militaires n'ont jamais intérêt, évidemment, les condottieri, à ce que ça s'arrête, et les financiers non plus. Et tout ça, il va procéder à une réforme du système politique de Florence avec une grande assemblée de 1300 citoyens et de réduire la part de l'oligarchie. Ce que je veux dire, c'est que quand on a un système, c'est un tout. Ce que la technologie, et surtout nos sociétés technoscientifiques, qui ne sont plus simplement une technique purement cognitive, apportent, se construisent là-dessus. Voilà, c'est ça que je veux dire, et qu'on a un tout, et ça ne se sépare pas. Vous tirez la ficelle, vous avez un projet politique avec, vous en avez plusieurs si vous voulez, mais il y aurait beaucoup à dire d'ailleurs. C'est très intéressant. Par contre, je pense que notre voisin a peut-être envie de vous répondre. Voilà. Non, mais il répond à la question aussi. Voilà. Et puis je vais rapidement rebondir. Pour être 100% clair, je souhaite de tous mes voeux que nous ayons un cadre éthique clair pour l'utilisation de l'intelligence artificielle. Cela me paraît évident. La question pour moi est de savoir comment nous allons le définir et l'implémenter. Donc la question, c'est quand il s'agit de rentrer dans les détails, c'est là où ça peut devenir plus compliqué.
Mais sinon, pour toutes ces questions d'éthique et de discrimination, voilà. Alors, pour répondre à la question sur la transparence et la lisibilité, qui sont, à mon avis, donc 2 points qui doivent absolument être mis en place pour tous les systèmes d'intelligence artificielle au minimum à haut risque. La transparence, pour moi, rentre plutôt dans alors, la façon dont je le conçois, c'est la transparence doit servir à fournir toutes les informations nécessaires pour comprendre le fonctionnement et les biais des systèmes d'intelligence artificielle. La lisibilité, donc la façon dont je le comprends, est là pour apporter des informations qui permettent d'expliquer le fonctionnement et les décisions qui sont prises. Donc la transparence, si vous voulez, ça apporte des statistiques en disant ce système est fiable ou n'est pas fiable pour telle raison. La lisibilité dit pour une certaine décision, voici ce qui a permis d'aboutir à cette décision. Alors du coup, moi je vais trancher entre les deux. Comment ? Oui. En fait, peut-être que la solution, justement, pour concilier tout ce qui est créateur vraiment sur le terrain et puis réflexion, droit, etc., c'est ce qu'on peut appeler une éthique by design une éthique par conception. L'éthique par conception est actuellement en train d'être évoqué, développé, mais c'est aussi philosophiquement complexe parce que d'un côté on a une éthique orientée vers l'objet, de l'autre côté une éthique orientée vers la conséquence et vers la déontologie d'un côté et conséquentialiste de l'autre. Ça c'est plutôt philosophique, mais du coup c'est vraiment coincé entre. Et l'intérêt de ces questions justement, où placer l'éthique qui est une vraie, en fait, où placer le droit et l'éthique qui est une vraie question vraiment actuelle, ça serait vraiment de réfléchir comment est-ce qu'on voit au sein même de la conception dès le départ, en fait, comment est-ce qu'on peut implémenter l'éthique, le droit, dès le départ de la conception jusqu'à la finalité pour laquelle elle est construite. En revanche, c'est un débat actuel. Donc c'est vraiment une question actuelle qui doit se construire et qui n'est pas si simple que ça parce que c'est coincé entre, encore une fois, des conséquences, vers des aspects philosophiques plutôt conséquentialistes d'un côté et déontologistes de l'autre. Du coup, peut-être qu'il y a une troisième voie entre qui concilierait les deux. Et du coup, ça nécessite de travailler sur du by design qui est, à mon avis, une bonne voie. Monsieur, vous aviez une question. Je voudrais que ça soit parti. On a une dizaine de questions derrière. Oui, ça va être rapide. Pour illustrer Vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît. Je suis monsieur tout le monde, chrétien. Voilà. Pour illustrer un petit peu peut-être les limites de l'IA, et notamment dans sa relation avec l'éthique, je voulais poser la question suivante, un petit peu iconoclaste. Avez-vous posé à GPT la question, est-ce que Dieu existe ? Je ne l'ai pas fait, mais la réponse est simple. C'est ce qui s'appelle l'alignement des valeurs. ChatGPT a un certain nombre, tout comme tous les modèles d'ailleurs, ont un certain nombre de questions prédéterminées pour lesquelles ils refusent de répondre. Tout comme si on demande à ChatGPT comment fabriquer une bombe, il dira que ce n'est pas légal. Pour la raison de Dieu existe, il répondra que c'est une question pour laquelle il ne peut pas forcément répondre. Et ça, ça fait partie des valeurs qui sont intégrées dans ChatGPT. Il y a d'autres façons de lui demander vraiment ce qu'il pense, mais ça, c'est un autre débat. Alors, je crois qu'on a une jeune femme. Bonjour, merci à tous les panélistes pour ces échanges qui étaient vraiment très animés. En tout cas, ça fait vraiment plaisir d'avoir des questionnements comme ça sur l'intelligence artificielle, parce que c'est vrai que c'est des sujets qui sont abordés de manière très large et un petit peu partout. Et donc, je voulais aussi spécialement vous remercier pour le fait d'avoir dissocié peut-être la question de est-ce que l'éthique concerne l'application de la technologie ou la technologie en tant que telle, d'avoir encore élaboré sur est-ce qu'on fait du by design. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de savoir à l'horizon, peut-être court, moyen, long terme,
quel va être le contrôle démocratique justement de l'application de l'IA? Parce que moins que de savoir est-ce que la technologie va avoir des biais dans la manière dont elle est conçue, c'est plus, voilà, moi, est-ce qu'à un moment, voilà, je suis une jeune femme racisée, je vais demander un prêt à la banque, est-ce que je vais avoir moins de chances qu'un collègue blanc et masculin d'avoir accès à ça? Parce que vous avez évoqué Elon Musk, il y a vraiment cette question de nous, voilà, en tant que voilà, le peuple, comment est-ce qu'on peut donner notre avis là-dessus? Parce que j'entends qu'il y a vraiment aussi ce problème de, il ne faut pas qu'on soit à la traîne derrière les Américains qui n'ont peut-être pas toutes ces questions-là. Et voilà, encore une fois, on a évoqué Elon Musk. Voilà. Vous avez tout compris, vous avez fait un bon résumé, merci. Qu'est-ce qui veut répondre à ça, Monsieur Bic? Sur les deux questions concrètes, on sait déjà comment c'est l'IA quand il n'y a pas de démocratie. On parle de la Chine, et là, pas seulement les Chinois, mais les GAFAM s'arrangent très bien, parce que pour ne pas rater le marché chinois, ils négocient avec le gouvernement chinois. Ils acceptent de couper les canaux quand on leur demande pour garder le marché. Donc les GAFAM, donc ces grandes sociétés américaines, comme aujourd'hui on ne peut plus s'en passer, même les Chinois, donc ils s'arrangent très bien ensemble. Et la même chose, les discriminations, on sait ce que c'est, aller devant les tribunaux. Vous savez des décisions en France, à l'étranger. La loi, Convention européenne des droits de l'homme, la Convention européenne sur la biomédecine, les protocoles additionnels en matière de tests génétiques, les déclarations de l'UNESCO vous donnent les catégories de discrimination. Elles sont là. Et on est dans la réalité. Moi, je veux bien qu'il y ait plusieurs définitions, mais c'est celle de la loi qui compte. La loi telle qu'interprétée par le système judiciaire. J'ai une question de Virginie Berda, qui est réalisatrice ici. Elle doit faire partie du CFRT. Merci de cette question. Utilisatrice de l'IA en images. Alors, on a parlé des intelligences artificielles qui pourraient varier selon les cultures, mais je constate que les visuels, ça c'est vrai, je le constate aussi, sont majoritairement inspirés par l'imaginaire américain. Cela pourrait-il changer? Alors on en a un parti répondu, mais qu'est-ce qui veut répondre, Laure ou Timothée? Je laisserai Timothée répondre après, mais la question des cultures est fondamentale. En fait, on remarque une chose, et Timothée l'a bien dit, c'est que la manière dont on construit en fait les algorithmes des IA, en fait, on se rend compte que c'est vraiment empreinte des valeurs que l'on souhaite. Et en même temps, c'est la main de l'homme aussi. Donc il faut peut-être qu'il faut qu'on réfléchisse à une autre manière de construire et voir comment est-ce que, avec notre diversité culturelle, voir comment est-ce qu'on pourrait implémenter ça, d'autres manières d'implémenter. Alors là, je ne suis pas geek et je ne suis pas informaticienne. Donc. Pour la petite anecdote, le premier jeu vraiment complet d'images utilisé en intelligence artificielle, qui s'appelle ImageNet, en particulier pour les visages, inclut à plus de 50% des images anglaises et américaines. Et donc quasiment tous les jeux de données ont été créés à partir de celui-là. D'où effectivement la prépondérance des idées anglo-saxonnes. Quant à créer quelque chose qui est spécifique à une culture, pour moi la réponse est très simple, oui, c'est possible, c'est faisable, et la plupart des pays y travaillent. Après ça, la complexité qu'il peut y avoir, enfin, d'ailleurs, nous l'avons montré sur le plan légal, avec les lois comme RGPD, nous pouvons avoir un contrôle des données sur le plan régional ou sur le plan, sur le plan national. Donc c'est tout à fait possible. Et je ne serais pas surpris si, à terme, par exemple, la France ou même l'Europe impose des règles comme le fait que la moitié des données utilisées pour créer un modèle utilisé en France doivent être des données venant de France. C'est possible. Et ça peut être une conséquence assez facile d'implémentation
des lois que l'on a déjà utilisées, que l'on a déjà implémentées au niveau européen? J'ai juste une interrogation. On a parlé Chine, Amérique, l'Amérique du Sud, et quid de l'Afrique? En fait, on a un petit vide, un gros vide même là, et pourtant c'est en train de monter en puissance. En fait, il y a quand même beaucoup de pays africains qui sont en train de monter en puissance, et qui, dans beaucoup de pays africains, sur l'Afrique est un continent, mais beaucoup de pays africains sont en train vraiment de travailler autant sur l'IA que les neurosciences, que l'éthique, que au niveau technologique et algorithmique. En fait, on se rend compte, et dans cette question de la culture, on se rend compte qu'il y a un biais vraiment là, et qu'on a un manque réel de considérer une partie du monde qui est, à mon avis, discriminatoire, en fait. Oui. Le Sénégal qui va être assez engagé sur cette question. En fait, c'est pour le fonctionnement même, il faut des tonnes et des tonnes de données. Ces données n'existent pas beaucoup, enfin, n'existent qu'en très petit nombre, venant de l'Afrique. C'est parce que l'Afrique produit peu de choses sur Internet en comparaison de l'Amérique du Nord et de l'Europe en général, qu'on a et donc par exemple pour une reconnaissance faciale qui a été créée de façon générale, évidemment traînait sur le net beaucoup plus de photos, comme tu le dis, et très peu de photos de personnes de couleur sombre, ce qui fait que les logiciels de reconnaissance faciale, ils n'arrivent pas, ils font énormément d'erreurs sur les visages qui sont sombres parce que ce n'est pas, ils sont pas entraînés. Et il faut tellement, comme je vous l'ai montré avec, je ne sais plus ce que j'ai dit l'autre jour, tout à l'heure, de 10 puissance 14, il faut tellement de données qu'elles ne sont pas existantes. C'est pas une discrimination, c'est une... mais pour revenir à l'UNESCO, il y a quand même une chaire UNESCO sur l'IA, sur l'éthique, pardon, en Côte d'Ivoire, par exemple, avec le professeur Pouam, qui travaille beaucoup, et qui, justement, pour fournir... Enfin, ce n'est pas l'objectif, mais il a en ce moment un concours de traduction de l'éthique, de la recommandation sur l'éthique de l'intelligence artificielle. Bah, au moins, ça va donner du texte en swahili, j'ai oublié le nom des langues, pardonnez-moi. Eh bien, à moins qu'il y ait d'autres questions qui se soient cachées, les internautes ont posé leurs questions, tout le monde a pu poser leurs questions. Donc, on voudrait remercier d'abord les intervenants, parce que je crois que ça a été à la fois, j'espère, instructif. Vous avez compris tous, il y a interrogation à la fin, la semaine prochaine avec Monique, comment ça marche, hein, quel est le sens de l'IA, effectivement, l'éthique et les limites de l'éthique, mais aussi tous les progrès qu'on peut faire avec l'éthique by design. Hein. Et troisième chose, c'est qu'effectivement, tout ce que fait l'UNESCO, alors c'est beaucoup de choses qui sont faites de par le monde pour enseigner, prévoir, imaginer, faire ce que disent les Anglais warning and cajole, tous les parties prenantes, pardon. Et puis effectivement, le point de vue des Américains, mais vous voyez, tempéré, puisque... merci d'avoir parlé français, hein, parce que c'est un exercice pour toi après tant d'années là-bas. Eh bien, effectivement, les start-upers, les créateurs d'IA. Donc, merci. On vous retrouve juste à côté.